Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Onna Nezumi Kozo. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Les Anglais ont Robin des Bois, les Japonais ont Nezumi Kozo, littéralement le garçon rat. Nezumi signifiant souris ou rat, tandis que Kozo, qui signifie garçon de course, était autrefois utilisé pour surnommer les pickpockets, qui étaient souvent très jeunes. Nezumi Kozo, donc, de son vrai nom Jirokichi Nakamura, né en 1797 et exécuté en 1831, était donc un célèbre voleur de l'ère Edo, qui a acquis après sa mort la réputation d'un Robin des Bois japonais. Et ce pour trois raisons. D'abord l'humiliation publique qu'il avait infligée à un daimyo, ensuite le fait qu'il avait divorcé de ses épouses peu avant son arrestation afin de leur éviter d'être condamné avec lui comme l'aurait exigé la loi, et surtout, le fait qu'il soit resté pauvre malgré ses nombreux larcins a contribué à lui donner la réputation d'un voleur dérobant aux riches pour donner aux pauvres. Même si certains historiens pensent que ce serait plutôt parce qu'il aurait tout dépensé en prostituées et en boissons, ce qui est effectivement nettement moins romanesque. Vrai ou fausse, cette réputation a valu au personnage d'entrer dans la légende et de devenir une figure récurrente de la culture japonaise, notamment dans des pièces de kabuki. Et dans les années 70, on lui inventa un équivalent féminin en la personne de Onna Nezumi Kozo, Onna signifiant femme, un peu comme si en Angleterre on créait une Lady Robin des Bois. Ce personnage débuta en 1971 dans la série Ukiyo-e Onna Nezumi Kozo, qui connut 3 saisons jusqu'en 1974, puis une suite en 1977 intitulée Gozonji Onna Nezumi Kozo. Je n'ai malheureusement pas pu trouver grand chose sur ces séries, à part que celle de 1977 est récemment sortie en DVD. Mais comme toujours avec les DVD japonais, il faut y mettre le prix. Envoyez des sous sur mon compte Tipeee. En 1989, la série allait connaître un remake, cette fois simplement sous le titre Onna Nezumi Kozo, et avec comme générique de début une reprise japonaise de Heart Over Mind de Jennifer Rush. J'ai toujours dit que les Japonais étaient des personnes de goût. Et enfin, en 2006, Onna Nezumi Kozo allait revenir dans un film intitulé Onna Nezumi Kozo Tadaima Sanjo. Cependant, si les précédentes séries se déroulaient durant l'ère Edo, il s'agit cette fois d'une version moderne, censée être la descendante du Nezumi Kozo historique, et interprétée par Sayaka Izoyama, que nous avions déjà vu dans Maichin Machiko Begins. Voyons à présent si elle est digne de son illustre ancêtre. Ikuzo! Onna Nezumi Kozo Tadaima Sanjo. Oula, l'animation japonaise a drôlement baissé en qualité. Nous faisons donc connaissance avec Kaede, alias Onna Nezumi Kozo, une cambrioleuse bionique, qui fait honneur à la réputation de son ancêtre en dérobant aux riches leur fortune mal acquise pour la redistribuer ensuite aux pauvres. Bon, faut dire aussi que s'appeler méchant homme avec du fric, c'est un peu donner le bâton pour se faire battre. Ah, et apparemment, même à son âge, il n'arrive pas à dormir sans son doudou. Par contre, un gros handicap pour ses activités de monte en l'air, c'est cette curiosité qu'elle a eue d'ajouter des clochettes à son costume. Discrétion zéro! Déjà qu'elle fait des bruits de cartoon quand elle marche. Elle arrive heureusement à donner le change au maître de séant en imitant toute une ménagerie, y compris une girafe. Vous entendez ça, c'est une girafe en train de crever, j'ai l'impression. D'ailleurs, c'est quoi ce fétichisme qui consiste à faire imiter des animaux à Sayaka Isoyama? Déjà dans Machiko Begins c'était le cas. ONK, parce que ça va quand même beaucoup plus vite à dire que Onna Nezumi Kozo, passe ensuite à l'action en utilisant ses nombreux gadgets, tels que sa souris crocheteuse qui lui permet d'ouvrir le coffre pour récupérer l'argent, et sa souris détecteur qui lui permet de trouver où il a caché une clé USB contenant les preuves de ses activités illégales. Arrive évidemment un moment où le propriétaire des lieux réalise que c'est quand même bizarre qu'il y ait une girafe chez lui, mais c'est trop tard, ONK a déjà eu le temps de dévaliser et même de signer son forfait sur sa figure. Pendant ce temps, à Veracruz,
nous faisons connaissance avec Toyama, un policier acharné à la capture de ONK, et qui est en train de lire un photobook de Sayaka Isoyama. Wow, ça c'est méta. ONK s'introduit ensuite dans une autre demeure, où elle croise la version japonaise de Salvador Dali en plein jeu sadomaso. Une fois de plus, sa souris crocheteuse lui permet d'ouvrir un coffre-fort, mais cette fois, le coffre-fort ne contient pas d'argent, mais un message l'invitant à regarder sous la table. Où elle trouve un deuxième message lui demandant de regarder au plafond, où se trouve un troisième message lui demandant d'écarter les jambes et de baisser la tête. Elle parvient à leur échapper, mais l'alerte a été donnée à la police et elle se retrouve face à Toyama, à qui elle parvient à échapper au terme d'une course-poursuite filmée par Zack Snyder. Comme vous le voyez, c'est une cambrioleuse très active. Le lendemain, elle transmet la clé USB à la police et offre à un orphelinat les jouets qu'elle a achetés avec son butin. Avant de retrouver son identité secrète de secrétaire, dans une entreprise où elle doit affronter à la fois l'animosité de sa collègue qui lui reproche son dilettantisme et ses innombrables absences et retards, ainsi que 2 collègues qui passent leur temps à lui faire essayer divers gadgets dans le seul et unique but de pouvoir se rincer l'œil. Il faut donc croire que les lois contre le harcèlement sexuel sont nettement moins strictes au Japon. On découvre ensuite que, coup classique, son identité secrète est la petite amie du policier qui essaye de l'arrêter. Alors, je serais prêt à pardonner le fait que Toyama ne la reconnaisse pas, étant donné que la seule fois où il l'a vue sans sa capuche, c'était de nuit et avec la lumière dans le dos. Donc effectivement, il n'a pas dû bien voir son visage. Sauf que... elle est à visage découvert sur les avis de recherche! C'est parce qu'elle porte les lunettes de Clark Kent, c'est ça? Elle rejoint ensuite son mentor obsédé sexuel, interprété par Shoichiro Akaboshi, un acteur habitué au rôle de mentor ou de scientifique, plus ou moins farfelu, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les 2 acteurs jouent ensemble, puisque c'était déjà le cas dans l'excellente série de tokusatsu Grand Caesar, dont vous pouvez d'ailleurs consulter le dossier sur mon site Tokuona, et où Akaboshi incarnait un scientifique nettement plus respectable. Bon d'accord, j'ai dit nettement plus, pas complètement. Et une scène de fanservice plus tard, nous la retrouvons à son travail, où ses supérieurs lui laissent le choix entre faire du porte-à-porte et prendre la porte. Ça lui donne l'occasion de découvrir que Shunpei, un jeune garçon qu'elle a rencontré la veille, est stalké par un paparazzi. Elle se lance donc à sa poursuite en utilisant sa super vitesse. Elle a cependant le temps de le voir se rendre dans une entreprise de construction, où il retrouve Salvador Dali en compagnie de son chat en peluche. Le pire, c'est que c'est censé être un vrai. Ce dernier l'ayant en effet engagé pour enquêter sur le père de Shunpei, qui est en pleine campagne électorale. Waouh! Ah oui, ces photos-là étaient pour moi. Je peux les récupérer d'ailleurs Non. Bon, tant pis. Le soir suivant, à la rue des voleurs, qui a la réputation d'être nettement plus sûre que l'avenue des égorgeurs, ONK manque de se faire surprendre en pleine activité par Toyama. Elle a heureusement le temps de se changer pour lui donner le change, et quand il propose de l'aider à porter le sac qui contient ses larcins, elle refuse en prétextant que ça fait partie de son régime. Le lendemain, elle apprend que Shunpei a été enlevé et décide donc de mener l'enquête pour le retrouver. Le père ayant été hospitalisé à cause d'un malaise cardiaque dû au stress conjugué de sa campagne électorale et de la disparition de son fils, elle se déguise en infirmière pour lui subtiliser son portable et découvre qu'il a passé de nombreux appels à la fameuse agence de construction. Il ne lui en faut donc pas plus pour en conclure que cette agence est très probablement derrière l'enlèvement de Shunpei, et elle tente donc de s'y introduire en se faisant passer pour une cliente, mais se fait refouler par la sécurité. Elle a heureusement plus de chance en faisant appel au côté bon samaritain du directeur, qui n'est autre que le fils de Salvador Dali, et dont le charme ne la laisse clairement pas indifférente. Une fois dans la place, elle poursuit son enquête en multipliant les déguisements, femme de ménage, secrétaire, et même sa tenue de travail. Comme quoi, les soldats de Dark Joker n'étaient pas si nuls que ça en camouflage en fin de compte. Et enfin, elle le suit dans son bar de prédilection en se déguisant en... lapin. Ouais. Lapin. Ce qui confirme au passage ma théorie sur le fétichisme de Sayaka Isoyama imitant des animaux.
Manque de bol, elle se fait surprendre par Toyama, horrifiée de découvrir que la pure Kaede est obligée de travailler en un tel lieu de perdition. Ce qui l'oblige à s'éclipser précipitamment, obligeant le fils de Salvador Dali à charger ses hommes de main de retrouver cette belle inconnue. Vous croyez que ça va se finir en remake de Cendrillon, il fera essayer des oreilles de lapin à toutes les filles de la ville pour la retrouver. Après être parvenu à les semer, Kaede tente de s'introduire chez Salvador Dali, mais se fait surprendre et capturer à l'aide d'un chat volant, puis d'un filet. Il l'attache ensuite sur un rodéo mécanique. Rodéo mécanique qu'on avait d'ailleurs déjà vu auparavant chez ses employeurs. De là à penser qu'ils sont complices... Mais elle est sauvée par l'arrivée providentielle de Toyama qui... c'est le résultat qui compte, hein. Et puis, ne soyons pas mauvaise langue, au moins le deuxième, il arrive à le battre normal. Bon, ok, à peu près, normalement. C'est déjà pas si mal, non? Mais Salvador Dali leur révèle que, contrairement aux apparences, il n'est pour rien dans la disparition de Shunpei, et n'a d'ailleurs aucun intérêt à l'enlever, puisqu'il dispose déjà d'un moyen de pression sur son père, sous la forme d'un enregistrement compromettant. Bref, comme vous le voyez, cette affaire est complexe, avec des ramifications... Et on enchaîne sur une partie de pierre-papier-ciseaux. Les parents de Shunpei continuent cependant de croire que Dali est responsable de l'enlèvement de leur fils, et viennent lui demander des comptes, accompagnés de leur redoutable équipe de campagne. Attention, les chats volants attaquent! Ah, les chats volants viennent de battre en retraite. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Mais au moment où ça va chauffer pour la moustache de Dali, la lumière s'éteint, et Kaede débarque pour improviser un numéro musical. Comme ça, juste pour meubler. Puis elle redevient Onanezumi Kozo, affronte l'équipe de combat en tenue de campagne, avant que ce ne soit l'inverse, pour ensuite révéler qu'elle a découvert qu'en réalité, Shunpei a été séquestré par ses propres parents, qui voulaient ainsi faire croire à son enlèvement et ainsi se faire de la pub. Sauf que si c'était effectivement le cas au départ, Shunpei a ensuite réellement disparu. Mais qui l'a enlevé alors? On n'a pas le temps. ONK doit affronter la mer, revêtue de sa tenue de combat et... Oh putain, c'est quelle la survivante en fait? Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà morte. Hé, mais t'es en plein fond raccord là. M'en fiche. Explosion plus difficile. Ben oui, j'ai dû payer des droits à la Fondation RG pour pouvoir faire cette citation. Mais alors que la mère s'apprête à donner le coup de couteau de grâce à Nezumi Kozo, Shunpei débarque et révèle qu'en réalité personne ne l'avait enlevé, mais qu'il avait été tellement écœuré par le comportement de ses parents qu'il avait fugué pour se réfugier chez un de ses amis. Grâce à un discours moralisateur de Nezumi Kozo, tout le monde se réconcilie, et la maîtresse de Salvador Dali débarque, parce qu'il fallait bien conclure cette sous-intrigue que tout le monde avait oubliée. Et le film se termine le lendemain, alors que Kaede est confrontée au triangle amoureux qu'elle a créé avec Toyama et le fils de Salvador Dali. Korede Oharida. Eh ben ce film n'était pas mal du tout, dites-moi. L'intrigue en elle-même était très bonne, et la fausse piste qui nous fait croire que Salvador Dali est le responsable de l'enlèvement de Shunpei fonctionne parfaitement. Sayaka Isoyama est toujours aussi craquante dans son rôle habituel d'héroïne un peu ingénue et pleine de bonne volonté, et c'est bourré de cet humour loufoque typiquement japonais que j'aime tant. Je soupçonne même certaines séquences d'être des références au théâtre kabuki qui s'est souvent inspiré de Nezumi Kozo. C'est donc dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres aventures de cette version moderne d'Onanezumi Kozo, même si Sayaka Isoyama a repris le rôle à 2 reprises. La première, c'était pour les séquences vidéo d'un pachisoro consacré à l'héroïne, les fameuses machines à sous japonaises. Du coup, il y aurait presque moyen de faire un crossover avec Mainichiga Tsuruyobi. Bon, encore que la plupart des séquences vidéo étaient en animation, et se passaient cette fois durant les rideaux. Et la deuxième, c'était à l'occasion du DVD Chuchu, où en plus de scènes en maillot de bain et autres cosplays, Sayaka Isoyama reprenait le costume d'Onanezumi Kozo, tout en jouant un rôle de narratrice dans des scènes faisant le lien entre les différentes séquences, pour présenter l'ensemble comme une nouvelle aventure d'Onanezumi Kozo. En tout cas, une chose est sûre, avec cette version moderne de la version féminine de Nezumi Kozo, le spectateur ne s'est pas fait voler. Jané!
Onanezumi Kozo ne s'est pas introduit chez moi pour me voler. C'est juste que j'ai dû aller en urgence chez l'ophtalmo, que la personne que j'avais contactée à mon travail pour prévenir n'a pas fait passer le message, que mon employeur a donc pensé que j'avais fait un malaise à cause de mon diabète, qu'il a donc fait appel aux pompiers pour aller voir si je n'étais pas à moitié mourant chez moi, et que les pompiers ont cassé une fenêtre pour pouvoir rentrer. Ma vie est une sitcom.